Le millionnaire inscrit son fils à l'école de son ex-femme par hasard, et il était identique à elle. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous, continuons. Le panorama de Marseille était visible à travers la grande fenêtre du bureau au 30e étage. François Delacroix, 45 ans, observait distraitement le port qu'il avait contribué à agrandir grâce à ses investissements. Le soleil couchant teintait l'horizon d'orange et d'or, un spectacle qu'il parvenait à peine à apprécier. Son empire immobilier continuait de croître, tout comme la distance entre lui et ce qui comptait vraiment. Monsieur Delacroix, le rapport trimestriel est prêt pour votre révision. La voix de son assistante le ramena à la réalité. Et votre fils? Mathieu a appelé. Il a demandé de vous rappeler le dîner d'aujourd'hui. François acquiesça, tentant de dissimuler le vide qu'il ressentait chaque fois que le nom de son fils était mentionné. Mathieu, 12 ans, était le seul rayon de lumière dans sa vie depuis le divorce tumultueux avec Sophie, 3 ans auparavant. La fin de leur mariage de 15 ans avait été un ouragan qui avait dévasté non seulement sa vie personnelle, mais aussi sa capacité à faire confiance et à se rapprocher des gens. Merci Patricia. Vous pouvez annuler mes rendez-vous après. 18 h. L'assistante hésita à la porte. Il y a aussi un email du conseiller éducatif. Ils ont envoyé une liste des écoles que vous avez demandées pour le transfert de Mathieu. François prit son téléphone portable, ouvrant le message. Le changement d'école n'avait pas été une décision facile, mais nécessaire. Mathieu avait besoin d'un environnement qui stimule son talent artistique, quelque chose que François avait remarqué que son fils avait hérité de sa mère, mais que l'école actuelle ne valorisait pas suffisamment. L'appartement de François occupait le penthouse de l'un des immeubles les plus luxueux du quartier de la Corniche, avec vue sur la mer. Décoré avec un minimalisme élégant qui reflétait davantage le travail de la décoratrice que ses préférences personnelles, l'endroit ne s'était jamais vraiment transformé en foyer. Les week-ends alternés et les mercredis, quand Mathieu restait avec lui, l'appartement prenait vie. Les autres jours, ce n'était qu'un espace vide et silencieux. « Papa !» Mathieu courut pour l'embrasser dès que François ouvrit la porte. Le garçon avait les cheveux châtains et les yeux verts de sa mère. Une ressemblance qui provoquait parfois une douleur dans la poitrine de François. « Comment s'est passée ta journée, champion ?» François ébouriffa les cheveux de son fils, remarquant qu'ils étaient plus longs. « Super. La prof d'art plastique a dit que mon dessin était le meilleur de la classe. » La fierté dans la voix du garçon était palpable. Elle a dit que j'avais une sensibilité artistique, ou quelque chose comme ça. Pendant que Mathieu racontait avec enthousiasme sa journée, François préparait un dîner simple, l'une des rares activités domestiques qu'il avait appris à faire raisonnablement bien après le divorce. La conversation dériva vers le sujet du changement d'école. « J'en ai trouvé une qui devrait te plaire, » dit François, en servant les pâtes. « L'Institut culturel de Marseille. Il a un programme d'art solide et se trouve à seulement 10 minutes d'ici. » Mathieu mâcha pensivement. « Maman va me laisser changer d'école ?» « Nous en avons déjà parlé. Elle a convenu que ce serait bon pour toi. » François évita de mentionner les discussions animées par téléphone qui avaient précédé cet accord. « Tu pourras faire une visite la semaine prochaine. » Plus tard, après avoir mis Mathieu au lit, François s'assit sur le canapé avec un verre de vin rouge, habitude qui était devenue sa compagne pendant les nuits solitaires. Il ouvrit à nouveau l'email contenant les informations sur l'Institut culturel de Marseille, impressionné par le programme novateur et l'approche humaniste. Le message mentionnait la directrice simplement comme Dr Laurent, sans photo ni information supplémentaire qui aurait pu l'alerter sur ce qui allait suivre. « Mercredi, nous pourrons visiter l'école, » dit François à Mathieu pendant le petit déjeuner. « J'ai déjà pris rendez-vous avec la coordination pédagogique. » Dans les jours qui suivirent, François se plongea dans le travail, comme il le faisait toujours, pour éviter de trop penser à sa vie personnelle. Le nouveau projet sur la côte nord exigeait toute son attention, mais même pendant les réunions, son esprit vagabondait occasionnellement vers la visite à l'école. Quand mercredi arriva, François alla chercher Mathieu chez son ex-femme, une maison dans une résidence fermée du quartier d'Andoum. Comme toujours, il évita de sortir de la voiture. La femme de ménage amenait Mathieu jusqu'au portail, lui épargnant la rencontre avec Sophie. C'était un accord tacite entre eux. S'éviter, mutuellement autant que possible. Excité,
demanda François, observant son fils dans le rétroviseur. Mathieu ajusta sa ceinture de sécurité, un peu nerveux. « Et si je ne me fais pas d'amis ? Tu es le garçon le plus sympa que je connaisse. Tu auras plus d'amis que tu ne peux en compter sur tes doigts. » François sourit, essayant de transmettre une confiance qu'il ne ressentait pas toujours. La vérité est qu'il était aussi nerveux, inquiet de savoir s'il prenait la bonne décision. L'Institut culturel de Marseille occupait un manoir historique adapté, avec une architecture coloniale préservée et des jardins luxuriants. En se garant, Mathieu regarda émerveillé la structure. On dirait un château. François rit de l'observation. C'est un patrimoine historique. Il a été construit au début du siècle dernier par un baron du commerce maritime. Ils furent accueillis par une coordinatrice pédagogique sympathique, Claire Meunier, qui les conduisit pour une visite des installations. Mathieu fut particulièrement impressionné par les ateliers d'art, les laboratoires de sciences et la bibliothèque spacieuse et confortable. « Notre programme artistique est l'un des piliers de l'école », expliquait Claire pendant qu'il marchait dans les couloirs décorés avec les travaux des élèves. « Nous croyons que l'expression artistique est fondamentale pour le développement intégral. » François observait l'éclat dans les yeux de son fils à chaque nouvelle découverte. La décision semblait de plus en plus judicieuse. « Maintenant, si vous pouvez m'accompagner jusqu'à la direction, le docteur Laurent aimerait s'entretenir avec vous, » dit Claire, les conduisant le long d'un couloir orné de plantes tropicales. Quelques chose dans le nom de famille mentionné fit froncer les sourcils à François, mais il écarta cette pensée. Laurent était un nom de famille courant, ce ne pouvait pas être. Lorsque la porte de la direction s'ouvrit, le temps sembla se figer. Assise derrière un bureau en bois sombre, avec des lunettes à fine monture et les cheveux châtains attachés, en un chignon élégant se trouvait Sophie Laurent. Ses yeux verts, identiques à ceux de Mathieu, s'écarquillèrent un instant avant de retrouver leur assurance professionnelle. « Mathieu, quelle merveilleuse surprise !» Sophie se leva, embrassant son fils avec enthousiasme, tout en lançant un regard incrédule à François. « Et, François, je ne m'attendais pas à te voir ici. » La coordinatrice pédagogique regardait confuse l'un et l'autre. « Vous vous connaissez ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Sophie avec un sourire tendu. « François est mon ex-mari. Et Mathieu, » elle caressa les cheveux du garçon, « est notre fils. » Le silence qui suivit était assez dense pour être coupé au couteau. Mathieu regardait d'un parent à l'autre, son expression mêlant confusion et curiosité. François sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. « Tu es la directrice ?» Que réussit-il finalement à demander, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Depuis 2 ans, » répondit Sophie, gardant le calme qu'il avait toujours caractérisé dans les situations difficiles. « Je pensais que tu le savais. »« Évidemment non, » murmura François, passant la main dans ses cheveux grisonnants aux tempes, un signe du stress des dernières années. Mathieu, percevant la tension, tira sur la manche de la chemise de son père. « Ça veut dire que je ne vais pas étudier ici. » La question innocente de son fils ramena François à la réalité. Il regarda le garçon, l'espoir dans ses yeux, puis Sophie qui l'observait avec une expression indéchiffrable. Sophie invita Mathieu à explorer la cour avec la coordinatrice pédagogique, créant un moment seul à seul avec François. Dès que la porte se referma, l'ambiance dans le bureau changea complètement. De toutes les écoles de Marseille, il fallait que tu choisisses précisément celle-ci. Sophie croisa les bras, abandonnant la posture professionnelle qu'elle avait maintenue quelques minutes plus tôt. François laissa échapper un rire sans humour. « Si j'avais su que tu travaillais ici, crois-moi, j'aurais cherché ailleurs. Tu n'as même pas lu le dossier complet que j'ai envoyé sur les écoles, n'est-ce pas ?» Sophie secoua la tête, un geste que François connaissait bien de l'époque, de leur mariage. « Mon nom figure sur tous les documents institutionnels. J'ai reçu seulement un résumé du conseiller éducatif, » répondit-il défensivement, détestant comment elle parvenait toujours à le faire sentir inadéquat. « Personne n'a mentionné ton nom, seulement Docteur Laurent. » Ils se regardèrent en silence, le poids de 3 ans de distance et de mots non dits planant entre eux. François observa les petits changements chez Sophie, quelques fines rides, autour des yeux, les cheveux plus courts, une posture encore plus droite et confiante. Même à contre-cœur, il devait admettre qu'elle était éblouissante dans son tailleur bleu marine. Mathieu est enthousiaste à propos de l'école.
François rompit finalement le silence. Tu as vu comme ses yeux brillaient en voyant les ateliers. Le commentaire adoucit l'expression de Sophie. Il a du talent. Il en a toujours eu. Je sais. François acquiesça, se rappelant comment il avait ignoré cet aspect pendant si longtemps, trop concentré sur la préparation de son fils à reprendre un jour les affaires familiales. J'ai commis beaucoup d'erreurs, Sophie. Elle sembla surprise par l'aveu. Nous ne sommes pas ici pour discuter de notre passé, François. Nous parlons de l'avenir de Mathieu. Et quelle est ton opinion professionnelle? Cette école est-elle vraiment la meilleure pour lui? Sophie hésita, visiblement partagée entre son rôle de directrice et de mère. Objectivement parlant, oui, nous avons un programme qui encourage exactement le type de créativité que Mathieu démontre. Mais ce serait étrange pour toi de me voir fréquemment, François compléta. Pour nous deux, corrigea-t-elle, ne te fais pas passer pour une victime. La porte s'ouvrit avant que François ne puisse répondre. Mathieu entra en courant, les yeux brillants d'excitation. Papa, maman, il y a une salle de musique incroyable et un professeur qui fait des sculptures géantes. L'enthousiasme de leur fils était contagieux, dissipant momentanément la tension entre les adultes. François et Sophie échangèrent des regards, une communication silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. « Je crois que nous avons trouvé ta nouvelle école, champion, » dit François, ébouriffant les cheveux du garçon. « Vraiment, je peux étudier ici ?» Mathieu regarda anxieusement d'un parent à l'autre. « Si c'est ce que tu veux, » confirma Sophie souriant à son fils. La semaine suivante, François remplit toute la documentation nécessaire pour le transfert, évitant soigneusement d'aller personnellement à l'école. Il envoya les documents par son chauffeur et conduisit le reste du processus par email et téléphone, parlant toujours avec la secrétaire ou la coordinatrice pédagogique, jamais directement avec Sophie. Le premier jour d'école de Mathieu arriva rapidement. À l'insistance de son fils, François accepta de l'accompagner personnellement, malgré l'inconfort qu'il ressentait à remettre les pieds dans ce territoire. « Nerveux ?» demanda-t-il au garçon qui ajustait le col de la chemise de son nouvel uniforme sur le siège arrière de la voiture. « Un peu, » admit Mathieu, « mais maman a dit qu'elle serait là pour me montrer tout. » François gara la voiture et respira profondément avant de sortir. Le plan était un au revoir rapide au portail, sans nécessité de rencontrer Sophie. Mais comme si le destin était déterminé à les mettre face à face, elle se trouvait justement à l'entrée, accueillant les nouveaux élèves. « Bonne chance, champion !» François se pencha pour embrasser son fils. « Je viendrai te chercher. À 15h, je t'attendrai juste ici. » Mathieu lui rendit son étreinte et courut vers sa mère qui l'accueillit avec un sourire chaleureux. Sophie leva les yeux et rencontra le regard de François. Après un moment d'hésitation, elle fit un signe discret. Il rendit le geste et retourna à la voiture, une sensation étrange dans la poitrine. Les semaines suivantes établirent une routine. François déposait Mathieu à l'école les mercredis matins et les jours où le garçon restait avec lui, gardant toujours ses distances, toujours avec des signes polis mais distants à Sophie. Les mardis et jeudis, il venait chercher son fils après le travail, généralement quand Sophie était déjà en réunions administratives. Mathieu, quant à lui, s'épanouissait dans son nouvel environnement. Il rentrait à la maison débordant d'histoires sur ses nouveaux amis, les projets d'art, les cours de musique. François l'écoutait avec un intérêt sincère, heureux de voir son fils si enthousiaste, même si chaque histoire incluait invariablement des mentions de « maman a dit » ou « la directrice Laurent nous a montré ». Par un après-midi particulièrement pluvieux, François arriva plus tôt pour chercher Mathieu. La circulation avait été étonnamment fluide et il se retrouva avec 20 minutes d'avance. Il décida d'attendre dans la voiture, observant la forte pluie frapper contre le pare-brise, créant un rythme presque hypnotique. Un mouvement attira son attention. Sophie courait à travers le parking, se protégeant précairement avec un dossier. Sans réfléchir à deux fois, François sortit de la voiture avec un parapluie et s'approcha. « Besoin d'aide » offrit-il, tendant le parapluie pour la protéger. Sophie le regarda surprise, des gouttes de pluie glissant sur son visage. « Merci, mon parapluie est resté dans la salle de réunion. » Ils marchèrent côte à côte jusqu'à l'entrée du bâtiment administratif, un silence inconfortable entre eux. « Mathieu s'adapte bien », commenta Sophie, brisant le silence.
Les professeurs sont impressionnés par lui. « Il adore cette école », répondit François. « Tu as fait le bon choix, professionnellement parlant. » Un quasi-sourire apparut sur les lèvres de Sophie. « Il tient de toi, tu sais, la facilité à se faire des amis. Tu te souviens comme tu étais ainsi avant de... » Elle s'arrêta, comme si elle en avait trop dit. François savait ce qu'elle voulait dire, avant qu'il ne devienne obsédé par le travail, avant qu'il ne commence à manquer les dîners de famille, avant que le mariage ne commence à s'effondrer. « Les gens changent » fut tout ce qu'il put dire. « Oui, ils changent. » Sophie l'étudia un moment. « Tu as l'air bien, François. »« Toi aussi, » répondit-il sincèrement. « La direction de l'école, ça te va bien. » Ils arrivèrent à l'entrée du bâtiment et le moment de gentillesse forcée prit fin. Sophie prit le parapluie qu'il offrait. « Je te le rendrai quand je viendrai chercher Mathieu, » dit-elle, et il acquiesça avant de se retourner pour retourner à la voiture. Cette petite interaction, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, perturba François plus qu'il n'aurait voulu l'admettre. Conduisant de retour à la maison avec Mathieu, racontant joyeusement sa journée sur le siège arrière, il se surprit à penser à Sophie, à combien elle semblait épanouie dans son travail, à comment ils pourraient éventuellement avoir une relation civilisée pour le bien de leur fils. Dans l'appartement, tandis que Mathieu faisait ses devoirs à la table du salon, François reçut un email qui le fit froncer les sourcils. « Tout va bien, papa ?» Mathieu demanda, remarquant son expression. « Oui, champion, juste une notification de l'école. » François relut le message, ressentant un mélange d'anxiété et de curiosité. C'était une invitation pour tous les parents. L'Institut culturel de Marseille organiserait une exposition d'art la semaine suivante, présentant les travaux des élèves. La présence des parents était fortement encouragée. « Tu vas recevoir un email de ta mère », François dit à son fils, à propos d'une exposition d'art à l'école. Les yeux de Mathieu s'illuminèrent. « L'exposition de printemps, le professeur. Philippe a choisi mon dessin pour être exposé. » « Vraiment ?» François ne put contenir la fierté dans sa voix. « C'est incroyable, Mathieu. Vous viendrez tous les deux, n'est-ce pas ?» La question innocente du garçon portait un poids qu'il ne pouvait pas comprendre. « Tous les parents seront là. » François hésita. L'idée d'être dans le même environnement que Sophie, entourée d'autres parents et professeurs, semblait inconfortablement intime après 3 ans à éviter toute situation sociale conjointe. « Bien sûr que j'y serai, » répondit-il finalement. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Ce soir-là, après avoir mis Mathieu au lit, François envoya un message texte à Sophie, la première communication directe entre eux depuis des mois qui n'impliquait pas des questions pratiques. Concernant leur fils, Mathieu est très enthousiaste à propos de l'exposition. « Je serai là pour le soutenir, j'espère que ce n'est pas un problème. » La réponse vint presque immédiatement. « C'est important pour lui que nous soyons tous les deux présents. Nous nous verrons là-bas. » François posa son téléphone et se servit un verre de whisky. La perspective de l'événement le rendait inexplicablement nerveux. Ce n'était pas seulement la présence de Sophie. C'était aussi voir le talent de son fils être reconnu, quelque chose qu'il avait négligé pendant si longtemps. Le plus troublant, cependant, était la perception croissante que, malgré tout, il existait encore une connexion entre lui et Sophie. Une connexion qui allait au-delà de la coparentalité, au-delà des formalités polies qu'ils avaient établies. C'était quelque chose qu'il avait essayé d'enterrer après le divorce, mais qui maintenant, comme une graine tenace, semblait déterminé à germer à nouveau. La semaine qui précéda l'exposition passa en un clin d'œil. Mathieu parlait de l'événement à chaque occasion, décrivant avec enthousiasme comment son professeur avait choisi l'un de ses dessins, une interprétation colorée et abstraite du port de Marseille, pour être exposé à un endroit de choix. Le soir de l'exposition, François arriva à l'Institut culturel de Marseille 15 minutes avant l'heure prévue. Il avait soigneusement choisi un costume bleu marine que Sophie avait toujours complimenté pendant leur mariage, un détail qu'il se refusait à admettre, importé pour lui. La cour de l'école était transformée, avec des lumières décoratives suspendues entre les arbres et des panneaux blancs exposant les travaux des étudiants. « Monsieur Delacroix », une femme aux cheveux courts et au sourire chaleureux s'approcha. « Je suis Élise Prado, professeure de littérature de Mathieu. C'est un garçon brillant. »« Merci », répondit François, lui serrant la main.
Il parle très bien de vos cours. C'est un plaisir de l'avoir dans notre école. Mathieu apporte une perspective rafraîchissante aux discussions. » Elle fit une pause, inclinant légèrement la tête. Il a un regard sensible au-delà de son âge. Pendant qu'ils conversaient, François remarqua l'arrivée de Sophie. Elle portait une robe vert émeraude qui mettait en valeur ses yeux et ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues douces sur ses épaules, une vision qui le transporta momentanément aux premières années de leur mariage. À côté d'elle se tenait Mathieu, pratiquement sautillant d'excitation. « Papa !» Le garçon courut dans sa direction. « Viens voir mon dessin. Il est dans la section principale. » François sourit, se laissant contaminer par l'enthousiasme de son fils. « J'ai hâte de voir, champion. » Sophie s'approcha à pas lents, comme si elle mesurait chaque mouvement. « Bonsoir, François. »« Bonsoir, » répondit-il, remarquant comme elle semblait différente ce soir-là. Pas la directrice formelle, mais quelque chose de plus proche de la femme qu'il avait connue. Mathieu prit les mains de ses deux parents, les tirant vers la salle principale. « Allons-y, le professeur Philippe a dit que la présentation va bientôt commencer. » Guidés par leur fils, François et Sophie se retrouvèrent à marcher côte à côte, échangeant des regards incertains, tandis que Mathieu bavardait sur les œuvres exposées. Pour les autres parents et professeurs, ils auraient pu paraître un couple normal accompagnant leur fils à un événement scolaire, une observation qui fit ressentir à François une pointe inattendue de nostalgie. La salle principale était élégamment décorée, avec un éclairage stratégique mettant en valeur chaque œuvre. Au centre, une installation collective représentait l'histoire de Marseille à travers les interprétations artistiques des élèves. Mathieu les conduisit avec détermination jusqu'à un panneau où son dessin était exposé. « Ici », annonça-t-il fièrement. L'œuvre de Mathieu était étonnamment sophistiquée pour son âge. Le port de Marseille, vu à travers une palette, vibrante qui transformait le paysage familier en quelque chose de presque onirique. Navires, grues et conteneurs se fondaient en formes fluides qui transmettaient mouvement et vie. « Mathieu », Sophie murmura, visiblement émue, « c'est extraordinaire. »« Incroyable, fils », approuva François, réellement impressionné. « Tu as capturé l'essence du port, mais aussi quelque chose de plus. Je voulais montrer comment le port relie Marseille au monde, » expliqua Mathieu, avec une articulation qui surprit ses deux parents. Comment les choses sont toujours en mouvement, toujours en train de changer, mais restent connectées, François. Et Sophie échangèrent des regards par-dessus la tête de leur fils, tous deux percevant la profondeur de la métaphore, intentionnelle ou non, que Mathieu avait créée. « Mesdames et messieurs, » la voix du professeur Philippe interrompit, « le moment. Bienvenue à notre exposition de printemps. Nous sommes particulièrement fiers de la diversité et de la créativité démontrée par nos élèves cette année. » Pendant que le professeur continuait son discours, François remarqua comment Sophie observait leur fils avec fierté, comment ses yeux brillaient de la même façon que ceux de Mathieu quand il parlait d'art. Il y avait tant d'elle dans le garçon, pas seulement les traits physiques, mais la sensibilité, la façon de voir le monde. Comment avait-il pu être aveugle à cela pendant tant d'années? Et maintenant, j'aimerais mettre en avant quelques travaux exceptionnels, en commençant par cette interprétation vibrante du port de Marseille, par Mathieu Delacroix-Laurent, de 6e année. Les applaudissements remplirent la salle, et Mathieu rougit de fierté et de timidité. Instinctivement, François posa sa main sur l'épaule de son fils, et Sophie fit de même de l'autre côté. Pendant un bref moment, ils étaient à nouveau une famille unie par la fierté partagée. La présentation continua, mettant en avant d'autres œuvres impressionnantes. À la fin, les invités furent encouragés à circuler et à apprécier toutes les œuvres, tandis qu'étaient servis des canapés et des boissons. Mathieu trouva rapidement quelques amis, laissant ses parents momentanément seuls. « Il a vraiment du talent », commenta François, brisant le silence inconfortable. « Il en a toujours eu », répondit Sophie, son regard encore fixé sur le dessin de leur fils. « Tu te souviens de ces après-midi où il s'asseyait dans l'atelier avec moi? Tu pensais que c'était une perte de temps. » Le commentaire atteignit François comme une flèche précise. « J'ai commis beaucoup d'erreurs, Sophie. Je n'ai pas valorisé des choses que j'aurais dû valoriser. » Elle le regarda avec surprise, ne s'attendant pas à cet aveu. Avant qu'elle ne puisse répondre, une femme élégante s'approcha d'eux. « Directrice Laurent,
Quelle merveilleuse exposition! Et le travail de votre fils, simplement exceptionnel. Merci, Dr Martin. Voici François Delacroix, le père de Mathieu. Sophie fit les présentations avec une grâce professionnelle. Le célèbre entrepreneur. C'est un plaisir de vous rencontrer. La femme serra chaleureusement la main de François. Votre épouse fait un travail remarquable avec notre école. Ex-épouse, corrigèrent François et Sophie simultanément, échangeant des regards embarrassés. Oh, pardonnez ma méprise. La femme sourit maladroitement avant de s'éloigner. Cela va arriver souvent, n'est-ce pas? François commenta, prenant une gorgée du vin qu'il avait pris. Les gens supposent, Sophie haussa les épaules, surtout quand ils nous voient ensemble avec Mathieu. La conversation fut interrompue par l'arrivée d'une femme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et aux yeux vifs. Directrice Laurent, quel plaisir de rencontrer enfin le père du talentueux Mathieu. Je suis Louise Bertrand, professeur d'art. Le plaisir est le mien, répondit François, serrant la main de la professeure. Mathieu dit des merveilles de vous. C'est un élève exceptionnel. Louise regarda de François à Sophie avec un sourire énigmatique. Il a la sensibilité artistique de sa mère et la vision structurelle de son père. Une combinaison rare et puissante. L'observation prit les deux par surprise. François n'avait jamais pensé à lui-même comme quelqu'un avec un quelconque type de vision artistique, mais la façon dont la professeure l'avait formulé avait du sens. Sa capacité à visualiser des projets architecturaux, à transformer des terrains vides en projets fonctionnels. En fait, continua Louise, nous planifions un projet interdisciplinaire pour le prochain trimestre, reliant art et architecture. Ce serait merveilleux d'avoir votre contribution, Monsieur Delacroix, compte tenu de votre expérience dans le secteur immobilier. François hésita, regardant Sophie en quête d'une réaction. Je ne sais pas si ce serait approprié. Au contraire, intervint Sophie, le surprenant. Je pense que ce serait une excellente opportunité pour les élèves. François a des connaissances précieuses sur le développement urbain durable. Louise battit des mains, enchantée. Parfait, je vais vous inclure dans notre planification. Pouvons-nous discuter des détails la semaine prochaine? Avant que François ne puisse formuler une réponse adéquate, Mathieu revint en courant, les yeux brillants d'excitation. « Papa, maman, Alexandre m'a invité à dormir chez lui le week-end prochain. Je peux y aller ?» Le changement brusque de sujet brisa la tension et François et Sophie se tournèrent vers leur fils. « Nous devons d'abord rencontrer ses parents, » répondit Sophie, entrant automatiquement en mode maternel. « Ils sont là-bas. » Mathieu pointa vers un couple près du buffet. « Venez, je vais vous présenter. » Encore une fois, François et Sophie se retrouvèrent tirés par leur fils, naviguant ensemble à travers la salle comme s'ils formaient une unité familiale. Les présentations furent faites, des numéros de téléphone échangés et des promesses de planification future établies. Au fur et à mesure que la soirée avançait, François remarqua quelque chose de surprenant. La facilité avec laquelle Sophie et lui étaient tombés dans une dynamique presque harmonieuse, répondant aux questions d'autres parents, complétant les histoires l'un de l'autre sur Mathieu, même riant ensemble de certaines espiègleries passées de leur fils. Quand l'exposition prit fin, Mathieu était épuisé mais radieux. « C'était la meilleure soirée de toutes », déclara-t-il, embrassant ses deux parents simultanément. « Vous avez vu comme tout le monde a aimé mon dessin ?»« Nous avons vu, champion. » François ébouriffa les cheveux de son fils. « Nous sommes très fiers de toi. » Dans le parking arrêté à côté de la voiture de François, vint l'inévitable moment des adieux. C'était mercredi, ce qui signifiait que Mathieu dormirait chez son père. « Merci pour cette soirée », dit François à Sophie, tandis que Mathieu montait dans la voiture. C'était différent de ce que j'attendais. « Bon différent ?» Sophie demanda avec un demi-sourire qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Oui », admit François, « bon différent. » À propos du projet de Louise, Sophie hésita. « Si c'est inconfortable pour toi, je peux expliquer que ce ne serait pas opportun. » François réfléchit un moment, se surprenant lui-même par sa réponse. « Je pense que cela pourrait être intéressant, si tu es d'accord, bien sûr. Professionnellement, je crois que ta contribution serait précieuse pour les élèves, » répondit-elle maintenant un ton neutre. « Et je pense que Mathieu serait heureux de te voir impliqué dans l'école. » « Alors c'est décidé, » François acquiesça. « Je parlerai avec la professeure Louise. »
Ils se quittèrent avec un signe formel, mais quelque chose avait subtilement changé. En conduisant vers la maison avec Mathieu presque endormi sur le siège arrière, François réfléchit à la soirée. Il avait vu un côté de Sophie qu'il avait oublié qu'il existait, l'éducatrice passionnée, la mère fière, la femme au rire facile, quand elle n'était pas sur la défensive avec lui. Et plus troublante encore, il avait senti le fantôme d'une connexion qu'il pensait morte et enterrée depuis longtemps. Une connexion qui, comme le port dans le dessin de Mathieu, semblait toujours être en mouvement, toujours en train de changer, mais d'une certaine façon rester liée. 2 semaines après l'exposition, François était dans son bureau en train de réviser les détails finaux d'un nouveau projet lorsque son assistante l'interrompit. « Monsieur Delacroix, j'ai reçu un email de l'Institut culturel de Marseille. Ils organisent une journée de la famille le mois prochain et demandent confirmation de votre présence. » François fronça les sourcils, prenant la tablette que l'assistante lui tendait. L'email était signé par la coordinatrice des événements de l'école, mais quelque chose dans le ton formel lui fit soupçonner que Sophie avait soigneusement supervisé la rédaction. La journée de la famille est une tradition annuelle. Dans notre institution, disait l'email, où nous célébrons les divers modèles familiaux de nos élèves, à travers des activités interactives, des présentations et des ateliers. La présence de tous les responsables est fondamentale pour le succès de l'événement et pour le bien-être émotionnel des étudiants. Il y avait un lien vers un formulaire d'inscription, avec des options pour des ateliers auxquels les parents pouvaient participer, de la cuisine à la construction de cerfs-volants, en passant par le jardinage et bien sûr les arts plastiques. « Confirmez ma présence », dit François à l'assistante, lui rendant la tablette, « et bloquez toute la journée dans mon agenda. » Ce soir-là, quand Mathieu arriva pour le dîner du mercredi, il débordait d'enthousiasme à propos de la journée de la famille. « Vous allez participer ensemble à l'atelier de construction urbaine », annonça-t-il, tout en dévorant son dîner. « Je vous ai déjà inscrits tous les deux. » François faillit s'étrangler avec son vin. « Comment ça, tous les deux? Toi et maman ?» expliqua Mathieu comme si c'était évident. « La professeure Louise a dit que vous pourriez aider les autres parents à construire une maquette de la ville idéale. Toi avec la partie architecture et maman avec la partie espace éducatif. Mathieu, je ne sais pas si ta mère voudra... » « Elle a déjà accepté, » interrompit le garçon avec un sourire triomphant. « Je l'ai appelée avant de venir ici. » François étudia son fils avec un mélange d'admiration et de méfiance. Mathieu avait toujours été un garçon intelligent, mais dernièrement il semblait manigancer quelque chose avec cette innocence calculée. « N'est-ce pas génial ?» continua Mathieu. « Vous allez travailler ensemble, comme une équipe. »« Comme une équipe » répéta François, pensif. « Je suppose que nous pouvons faire ça pour une journée. » Le sourire de Mathieu était radieux. Ce sera la meilleure journée. De la famille de toutes. Le lendemain, François reçut un message de Sophie, le premier qu'elle initiait depuis l'exposition. « Mathieu t'a parlé de l'atelier ? Apparemment, notre fils a des plans pour nous. » François sourit en lisant le message. « Il m'en a parlé, je crois que nous sommes manipulés par un préadolescent. » La réponse vint rapidement, une compétence qu'il n'a certainement pas héritée de moi. François rit fort, se souvenant comment Sophie avait toujours été directe, incapable de manipulation subtile. « Définitivement mes gènes, » répondit-il. Une sensation étrange l'envahit en réalisant qu'ils avaient une conversation presque décontractée, partageant une plaisanterie sur leur fils. C'était un petit pas, mais significatif. Dans les semaines qui précédèrent la journée de la famille, François se surprit à penser de plus en plus à Sophie et aux moments partagés lors de l'exposition. Il y avait quelque chose de troublant à redécouvrir des aspects d'elle qu'il avait délibérément enterrés après le divorce. Son rire sincère, son enthousiasme en parlant d'éducation, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de Mathieu. Il se surprit même à conduire dans le quartier où ils habitaient avant la séparation, passant lentement devant la maison qu'ils avaient partagée pendant près de 10 ans. Une maison spacieuse avec un atelier à l'arrière qu'il avait fait construire spécialement pour Sophie avant que les priorités ne changent et que les carrières ne prennent le pas sur le mariage. La veille de la journée de la famille, Mathieu passait la nuit chez François et le garçon insista pour fouiller dans d'anciennes boîtes de photographies rangées dans l'armoire du bureau. « Pourquoi gardes-tu les photos dans des boîtes ?» demanda Mathieu en ouvrant l'une d'elles. « Ce n'est pas fait pour être mis dans des cadres ?»
François soupira, s'asseyant à côté de son fils. Certains souvenirs sont difficiles à regarder tous les jours. Mathieu sortit un album et l'ouvrit, révélant des photos du mariage de Françoise et Sophie, elle rayonnante dans une robe simple, lui plus jeune et visiblement amoureux. « Vous semblez si heureux », commenta Mathieu, passant son doigt sur une photo où ses parents dansaient, se regardant dans les yeux comme si le monde autour n'existait pas. « Nous l'étions », répondit François, la voix rauque d'émotion. « Très heureux. Alors pourquoi avez-vous cessé de l'être » La question directe, si typique de Mathieu, prit François au dépourvu. Il aurait pu donner une réponse évasive, mais quelque chose dans ce moment, avec les photographies éparpillées entre eux, demandait de l'honnêteté. « Les gens changent, fils. J'ai changé. Je suis devenu tellement obsédé par le travail, par construire quelque chose de grand, que j'ai oublié de construire ce qui importait vraiment, notre famille. » Mathieu continuait à tourner les pages de l'album, montrant maintenant des photos de sa naissance, Sophie tenant le bébé avec François à côté, tous deux avec des regards émerveillés. « Maman a pleuré quand tu es parti, » dit soudainement. Mathieu, elle pense que je ne sais pas, mais je l'entendais la nuit. Le cœur de François se serra. « J'ai pleuré aussi, fils, beaucoup de nuits. » Alors pourquoi n'êtes-vous pas revenus ensemble? Ce n'est pas si simple. François passa, sa main dans ses cheveux, cherchant ses mots. Parfois, quand on brise quelque chose de précieux, on ne peut pas le réparer. Mathieu acquiesça pensivement, continuant d'explorer les boîtes. D'une autre, il sortit un ensemble de lettres attachées avec un ruban rouge. « Qu'est-ce que c'est » François reconnut immédiatement l'écriture élégante de Sophie sur l'enveloppe du dessus. « Des lettres de ta mère. Elle les écrivait quand nous avons commencé à sortir ensemble et ensuite dans les premières années de notre mariage. Je peux les lire ? Je pense que c'est mieux que non, fils. Elles sont personnelles. » Mathieu remit les lettres dans la boîte avec soin, mais pas avant que François ne remarque son regard curieux. Il savait que son fils reviendrait probablement les chercher quand il en aurait l'occasion. Le jour suivant, l'Institut culturel de Marseille était transformé pour la journée de la famille. Des tentes colorées occupèrent la cour, chacune abritant un atelier différent. Une musique d'ambiance créait une atmosphère festive, et l'arôme de pop-corn et de barbe à papa imprégnait l'air. François arriva ponctuellement à 9 heures, vêtu d'un jean et d'une chemise bleu clair. Un choix délibérément décontracté pour un événement scolaire du samedi. Il trouva Mathieu qui l'attendait anxieusement au portail. « Enfin !» s'exclama le garçon. « Maman est déjà dans l'attente de l'atelier de construction urbaine. Viens vite. » Se laissant guider par son fils, François arriva à une tente spacieuse, où des tables avaient été disposées en cercle. Au centre, une grande base en bois attendait la construction de la maquette. Sophie était penchée sur des matériaux, discutant avec la professeure Louise. « Bonjour !» François s'approcha, essayant de paraître décontracté. Sophie se retourna et il remarqua qu'elle avait également opté pour un look plus détendu, Jean, t-shirt blanc et cheveux attachés en queue de cheval décontracté. Elle paraissait plus jeune ainsi, plus semblable à la femme qu'il avait connue à l'université. « Bonjour », répondit-elle, et quelque chose dans son sourire semblait authentique. Mathieu n'a pas arrêté de parler de cet atelier toute la semaine. Il est persistant quand il veut quelque chose, commenta François, échangeant un regard complice avec elle. La professeure Louise les observait avec un sourire énigmatique. « Eh bien, nos petits architectes sont impatients de commencer. Allons-nous expliquer le projet ?» L'atelier réunissait environ 15 familles, chacune responsable d'une section de la ville idéale. Mathieu fut désigné pour travailler avec 3 autres élèves sur le parc central, tandis que François et Sophie aideraient tous les groupes avec les aspects techniques et éducatifs. Au fur et à mesure que la matinée avançait, François fut surpris par la facilité avec laquelle Sophie et lui travaillaient ensemble. Elle expliquait des concepts d'espace d'apprentissage intégrés à la nature, tandis qu'il suggérait des solutions structurelles viables. C'était presque comme dans les premières années de leur carrière respective, quand ils discutaient de projets ensemble, elle avec sa vision artistique et humaniste, lui avec son pragmatisme et ses connaissances techniques. « Tu te souviens quand nous avons planifié cette rénovation dans la maison de la plage ?» Sophie commenta alors qu'ils aidaient un groupe à construire une école durable en miniature. « Tu as passé une semaine à dessiner des plans,
et moi j'insistais pour agrandir les fenêtres. Et au final, tu avais raison, admit François, souriant. La lumière naturelle a fait toute la différence. Un silence confortable s'établit entre eux alors qu'ils travaillaient côte à côte, leurs mains se touchant occasionnellement en atteignant le même matériel. Chaque petit contact apportait une familiarité qu'aucun des deux ne savait comment traiter. À l'heure du déjeuner, les familles se dispersèrent dans la cour avec des paniers de pique-nique. Mathieu avait disparu avec ses amis, laissant ses parents seuls avec le panier que Sophie avait préparé. « Tu fais encore ce sandwich au poulet et à l'avocat ?» demanda François, l'observant sortir les articles du panier. « Certaines choses ne changent jamais, répondit-elle, lui tendant un sandwich emballé dans du papier ciré. C'est toujours ton préféré, n'est-ce pas ?» Il acquiesça, touché par le fait qu'elle se souvienne de ce détail. Ils s'assirent sous un arbre, à l'écart de l'agitation principale, avec une vue sur la maquette en construction. « Mathieu a trouvé les lettres hier, » commenta François, après quelques moments de silence. Sophie haussa les sourcils. « Tu as gardé mes lettres ?»« J'ai tout gardé, » admit-il. « Je n'ai pas pu me résoudre à me débarrasser de quoi que ce soit. » Elle baissa les yeux vers son sandwich, comme si elle avait besoin d'un moment pour traiter l'information. « J'ai tout gardé aussi, dans une boîte au grenier. » Pourquoi ? La question s'échappa avant qu'il ne puisse la contenir. Sophie haussa les épaules, un geste qui tentait de diminuer l'importance de ce qu'elle dirait ensuite. Même quand quelque chose se termine, tout ce que nous avons vécu ensemble n'était pas mauvais, François. Nous avons eu de beaux moments, et nous avons Mathieu. Il est incroyable, n'est-ce pas ? François sourit, observant son fils au loin riant avec ses amis. Si talentueux, si sensible. Comme tu l'étais, dit doucement Sophie, avant de te perdre dans ce monde des affaires. L'observation, faite sans accusation, toucha François profondément. Il y avait une vérité là. Il avait été différent avant que l'ambition ne commence à le consumer, avant que les longues heures au bureau ne deviennent plus importantes que les dîners en famille et les voyages promis. J'ai essayé de changer, confessa-t-il, depuis le divorce. J'ai réalisé combien j'ai perdu en me concentrant uniquement sur le travail. J'ai remarqué, dit Sophie, le surprenant, la façon dont tu t'es consacré à Mathieu, comment tu apparais à tous, les événements, c'est différent. Avant que François ne puisse répondre, Mathieu revint en courant, les yeux brillants d'excitation. Vous devez voir comment le parc est en train de devenir. Nous avons même mis un lac avec des petits bateaux. L'après-midi continua avec le travail sur la maquette. À la fin de la journée, une impressionnante ville miniature avait pris forme, durable, intégrée à la nature, avec de vastes espaces éducatifs et de convivialité. Les familles applaudirent le résultat collectif, et Mathieu était particulièrement fier de la contribution de ses parents. Quand l'événement prit fin et que les familles commencèrent à se disperser, Mathieu demanda à aller chez son nouvel ami Alexandre pour jouer aux jeux vidéo. Sa mère a dit qu'elle peut me ramener à la maison après, expliqua-t-il, regardant avec espoir d'un parent à l'autre. Après avoir confirmé la situation avec les parents d'Alexandre, François et Sophie se retrouvèrent inopinément seuls dans le parking presque vide de l'école. C'était une bonne journée, commenta François, les mains dans les poches, soudainement ne sachant pas comment agir sans Mathieu comme intermédiaire. « Oui », acquiesça Sophie, puis après une hésitation, « Aimerais-tu prendre un café ? Il y a une bonne cafétéria à 2 pâtés de maison d'ici. » La proposition prit François par surprise. « Un café ? Nous deux ?» Sophie rit de sa réaction. « Oui, François, juste un café. Je pense que nous pouvons avoir une conversation civilisée après aujourd'hui, non ?» Il sourit, ressentant un soulagement inattendu. « J'adorerais un café. » La cafétéria Grain & Lettres avait le charme sans prétention des établissements qui valorisent plus le contenu que l'apparence. Des étagères avec des livres d'occasion couvrèrent les murs et de petites tables en bois foncé créaient des ambiances intimes pour les conversations. Sophie guida François vers un coin éloigné, près d'une fenêtre qui donnait sur une petite place arborée. « Je viens ici presque tous les samedis », commenta-t-elle tandis qu'il s'installait, pour corriger des travaux, planifier la semaine ou simplement lire en paix. François observa l'environnement, remarquant comme il correspondait à Sophie, accueillant, intellectuel sans être prétentieux, avec une personnalité propre.
très différent des cafés d'affaires qu'il fréquentait dans le centre financier de Marseille. C'est un endroit agréable, commenta-t-il, sincèrement impressionné. Je ne savais même pas qu'il existait. Il y a beaucoup de choses dans ce quartier que tu ne connais pas, répondit-elle, avec une légère note de taquinerie dans sa voix. Tu as toujours préféré les endroits à la mode. Une serveuse aux cheveux colorés s'approcha pour prendre leur commande. Tentar novament a continuarditar. Comme d'habitude, Madame Laurent, demanda-t-elle avec familiarité. Oui, s'il te plaît, Juliette. Et pour lui... Sophie regarda François avec un sourcil levé. Un espresso double, commanda François, puis s'arrêta, reconsidérant. En fait, que recommandez-vous? La question surprit autant la serveuse que Sophie. Le François qu'elle connaissait, chacune à sa manière, n'était pas homme à demander des recommandations. Notre café filtré méthode Ario V160 est exceptionnel, suggéra Juliette. Grain du Sud, torréfaction moyenne, accompagné d'un petit gâteau au chocolat avec coulis de fruits rouges que Madame Laurent adore. Ça semble parfait, accepta François. Quand la serveuse s'éloigna, Sophie l'étudia avec curiosité. Depuis quand demandes-tu des recommandations? Et depuis quand tu échanges ton espresso contre un café filtré? Les gens changent. Il haussa les épaules, répétant la phrase qui était devenue presque un mantra entre eux. J'essaie d'expérimenter davantage, de sortir de ma zone de confort. Sophie acquiesça lentement, un petit sourire aux lèvres. Mathieu a eu le même effet sur moi. Il m'a fait remettre en question beaucoup de certitudes. Une pause confortable s'établit entre eux, comme si tous deux avaient besoin d'un moment pour absorber le fait d'être là, ayant une conversation, se décontracter après des années de communication tendue et pratique. En parlant de Mathieu, François rompit le silence, il s'en sort vraiment bien à l'école. Tous les professeurs louent non seulement son talent artistique, mais aussi sa capacité à établir des relations avec ses camarades. Il a ta facilité avec les gens, observa Sophie. Tu te souviens comment tu étais capable de charmer n'importe qui quand tu le voulais, avant de devenir monsieur le promoteur implacable. Il y avait une légèreté dans sa voix, mais François sentit le poids de l'observation. C'était vrai. Il y avait eu un temps où sa capacité à se connecter avec les gens venait d'un endroit authentique, pas seulement comme stratégie d'affaires. Monsieur le promoteur implacable ne m'a pas apporté autant de bonheur que je l'espérais, admit François, se surprenant lui-même par sa sincérité. Les commandes arrivèrent, interrompant momentanément à la conversation. Sophie observa avec satisfaction, tandis que François goûtait le café, ses yeux s'écarquillant en sentant la saveur complexe et parfumée. « C'est extraordinaire », commenta-t-il, sincèrement impressionné. « Certaines choses méritent d'être savourées lentement », répondit-elle, un double sens planant entre eux. François goûta le petit gâteau, fermant les yeux un moment pour apprécier la combinaison de saveurs. Tu as toujours su comment trouver ces petits joyaux cachés. Tu te souviens de ce restaurant à Cassis, celui qui avait une table sur la terrasse au-dessus de la mer? Bien sûr que je m'en souviens, Sophie sourit, et le souvenir partagé créa un pont momentané sur l'abîme des années séparées. Notre dernier vraiment bon voyage ensemble. Avant que je ne commence à annuler des vacances à cause de réunions incontournables, François compléta, faisant des guillemets dans l'air et secouant la tête. Quel idiot j'ai été. Sophie l'étudia par-dessus sa tasse de café. Que t'est-il arrivé, François? Quand nous nous sommes rencontrés, tu parlais de construire des bâtiments respectueux de l'environnement, de projets d'habitation innovants. Tu avais tant de rêves au-delà du profit. La question toucha un point sensible, quelque chose qu'il se demandait lui-même durant ses nuits d'insomnie dans son appartement vide. « Je crois que je me suis perdu en chemin », répondit-il après. Une pause. Chaque nouveau projet, chaque million supplémentaire sur le compte semblait valider mes choix. Le succès financier est devenu une drogue, une validation constante que j'étais sur la bonne voie, même quand je sentais que quelque chose d'important était laissé de côté. Notre famille était laissée de côté, dit doucement Sophie, sans accusation. Oui, acquiesça François, sentant le poids de l'admission, et quand j'ai réalisé, c'était déjà trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer de direction, commenta Sophie, plongeant sa cuillère dans son petit gâteau. Je crois en cela en tant qu'éducatrice. Les gens peuvent toujours se réinventer. François l'observa, remarquant comme elle semblait centrée, épanouie dans son
identité professionnelle. Tu sembles avoir trouvé ta place, Sophie. J'ai toujours su que tu serais une éducatrice incroyable, mais te voir comme directrice, si respectée et admirée, c'est inspirant. Le compliment sincère l'a pris par surprise, une légère rougeur colorant ses joues. Merci, ce n'a pas été un chemin facile, surtout après le divorce, mais j'ai trouvé un but dans ce travail. Comment est-ce arrivé? La transition vers le poste de directrice? Les yeux de Sophie s'illuminèrent, comme toujours lorsqu'elle parlait d'éducation. Après notre séparation, je me suis plongé dans le travail. J'enseignais les arts dans un lycée public, mais je sentais que je pouvais faire plus. J'ai fait un master en gestion éducative, présenté un projet de renouvellement pour l'Institut culturel qui traversait des difficultés financières et d'identité. Le conseil d'administration a approuvé et me voilà. Tu as transformé l'école en une référence en si peu de temps, commenta François, sincèrement admiratif. J'ai toujours su que tu avais cette capacité, mais te voir en action est autre chose. Sophie sourit, réalisant comme il était étrange et en même temps naturel de recevoir des compliments de son ex-mari après tant de temps. Et toi, un projet qui t'enthousiasme vraiment en ce moment? François hésita, remuant sa cuillère dans sa tasse vide. Pour être honnête, non. J'ai ressenti un vide croissant. Les projets sont devenus répétitifs. Résidences de luxe, centres commerciaux, toujours avec le même objectif de maximiser les profits. L'urbanisme me manque, cette passion que j'avais quand nous nous sommes rencontrés. Je me souviens comme tu t'animais en parlant de villes plus humaines, d'intégrer la nature et les espaces urbains, commenta Sophie, une nostalgie authentique dans sa voix. J'y pense encore parfois, admit François. J'ai un grand terrain, dans le centre, près de l'ancienne gare ferroviaire. Les investisseurs veulent une autre résidence de luxe, mais j'ai retardé la décision. J'imagine quelque chose de différent là-bas, quelque chose qui bénéficierait réellement à la ville. Comme quoi, les yeux de Sophie brillèrent d'un intérêt sincère. Un centre culturel et éducatif, peut-être, avec des espaces publics intégrés, des zones vertes accessibles à tous. Il sourit, presque gêné. Probablement moins lucratif, mais plus significatif. Ça ressemble au François que j'ai connu à l'université, commenta Sophie, un sourire doux aux lèvres. La conversation dériva naturellement vers d'autres sujets, souvenirs des temps universitaires, anecdotes amusantes sur Mathieu, ses réflexions sur comment la ville avait changé ces dernières années. Sans s'en apercevoir, 2 heures s'écoulèrent. « Mon Dieu, il est presque 19 heures, commenta Sophie regardant sa montre. Mathieu doit arriver chez son ami. Le temps a passé vite, répondit François, surpris de combien la conversation avait été confortable. C'était bien, mieux que ce que j'espérais. Vraiment, acquiesça Sophie, une sincérité désarmante dans ses yeux verts, presque comme... Elle hésita. Comme avant, compléta-t-il, sentant le poids de la question implicite. Pas exactement. Elle secoua la tête. Peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Quand ils se levèrent pour partir, François insista pour payer l'addition, malgré les protestations de Sophie. Dehors, le crépuscule commençait à colorer le ciel de Marseille de tons orange et rose. « Merci pour le café », dit Sophie, ajustant son sac sur son épaule. « C'est moi qui te remercie pour l'invitation », répondit François. C'était éclairant. Ils se regardèrent un moment, l'air entre eux chargé de possibilités non dites. François sentit une impulsion de se rapprocher, peut-être de l'embrasser en guise d'au revoir, mais se retint, incertain des limites de ce nouveau territoire qu'ils exploraient. « Je suppose qu'on se verra à l'école », dit finalement Sophie. « Oui », acquiesça François. « Et à propos de ce projet avec la professeure Louise, la première réunion est mercredi », compléta Sophie. « À 16 heures. Je présume que tu es toujours intéressé ?»« Définitivement », confirma-t-il, ressentant un enthousiasme sincère pour la première fois depuis longtemps. Ils se quittèrent. Avec un signe embarrassé, chacun se dirigeant vers sa voiture. François observa Sophie s'éloigner, ressentant un étrange mélange de nostalgie et d'espoir. Quelque chose avait changé cet après-midi. Une porte que tous deux croyaient fermer définitivement s'était entr'ouverte, révélant un chemin qu'aucun d'eux n'avait prévu. En conduisant vers chez lui, François appela Mathieu pour confirmer qu'il était bien arrivé. Le garçon répondit avec animation,
bavardant sur les jeux chez son ami et finalement posant la question qui le consumait clairement. « Comment s'est passé le café avec maman ?» La question directe prit François au dépourvu. « Comment savais-tu que nous allions prendre un café ?»« Je vous ai vu partir ensemble du parking, » répondit Mathieu, une note de satisfaction évidente dans sa voix. « Alors, c'était comment ?»« C'était agréable, » répondit prudemment François. « Nous avons parlé de toi, de l'école. C'est tout ?» La déception était palpable. « Qu'espérais-tu d'autre, champion ?»« Je ne sais pas. » Mathieu hésita. « Vous sembliez bien vous entendre aujourd'hui, à l'atelier, comme une vraie famille. » Le commentaire innocent frappa François comme un coup de poing dans l'estomac. « Mathieu, ta mère et moi serons toujours ta famille, même en vivant dans des maisons séparées. Tu le sais, n'est-ce pas ?»« Je sais, mais... » Le garçon fit une pause. « Ce ne serait pas génial si nous revenions tous vivre ensemble, comme avant ?»« Les choses sont compliquées, fils, » répondit doucement François. « Mais nous essayons d'être amis, et c'est déjà un grand pas. »« Les amis, c'est un début, » déclara Mathieu avec une sagesse au-delà de ses années. « Je vais dormir maintenant. »« Papa, je t'aime. »« Je t'aime aussi, champion. » En raccrochant, François se surprit à sourire devant la persistance de son fils. Au fond, il savait que la rencontre à la cafétéria avait été plus significative qu'il n'était prêt à admettre. Il avait redécouvert une connexion avec Sophie qu'il pensait perdue à jamais. Pas nécessairement romantique, mais profonde et basée sur une histoire partagée qu'aucun divorce ne pouvait effacer. Cette nuit-là, au lieu de travailler sur les rapports qu'il avait mis de côté pour le week-end, François se surprit à dessiner des croquis pour le terrain près de l'ancienne gare, un complexe qui intégrait éducation, culture et espace public. C'était le genre de projet dont il avait rêvé de réaliser quand il était étudiant en architecture, avant que le pragmatisme des affaires ne prenne le dessus. Au milieu de la nuit, presque sans réfléchir, il prit une photo du dessin et l'envoya à Sophie avec un message simple. « Qu'en penses-tu » À sa surprise, la réponse vint presque immédiatement, comme si elle aussi était éveillée, perdue dans ses pensées. Ça ressemble au début de quelque chose d'important. Il sourit à son téléphone, ressentant un enthousiasme qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. « Pouvons-nous en parler davantage mercredi ?»« Ce sera un plaisir », fut la réponse, suivie d'un emoji étoile, le même qu'elle utilisait à l'époque de leur fiançailles quand ils échangèrent des messages jusqu'à tard dans la nuit, rêvant de projets ambitieux et d'un avenir partagé. La réunion du mercredi à l'Institut culturel de Marseille alla bien au-delà de ce que François avait imaginé. Ce qui devait être une simple discussion sur le projet interdisciplinaire se transforma en une présentation improvisée de ses idées pour le terrain près de l'ancienne gare ferroviaire. Assis dans la salle des professeurs, Sophie, la professeure, Louise et 3 autres éducateurs écoutaient attentivement tandis qu'il expliquait sa vision. Le concept est de créer un espace où éducation, culture et nature coexistent organiquement, expliquait François, utilisant l'esquisse qu'il avait envoyée à Sophie comme base. Imaginez un centre où les écoles peuvent réaliser des activités pratiques, avec des serres, des laboratoires ouverts au public, des espaces pour l'expression artistique, tout intégré à un parc urbain. Les yeux de Sophie brillaient d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années. Cet enthousiasme authentique qu'elle avait toujours ressenti pour les projets transformateurs. Cela s'aligne parfaitement avec notre philosophie pédagogique, commenta-t-elle, se penchant sur la table. L'idée d'étendre la salle de classe aux espaces réels de la ville. Exactement, François acquiesça, se sentant énergisé par la réponse positive. Et j'ai pensé que nous pourrions impliquer les élèves dans le processus, pas seulement comme spectateurs, mais comme collaborateurs actifs dans la conception. La professeure Louise applaudit, enthousiaste. Ce serait parfait pour le projet interdisciplinaire. Les élèves pourraient créer des propositions pour des espaces spécifiques du complexe en appliquant des connaissances de diverses disciplines. La réunion se transforma en une discussion animée sur l'intégration du projet au programme scolaire. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, 2 heures s'étaient écoulées et un plan ambitieux prenait forme. La classe de 6e, celle de Mathieu, développerait des propositions pour des zones spécifiques du complexe dans le cadre du projet semestriel, culminant avec une présentation formelle devant des architectes et urbanistes invités.
Nous avons toujours le camp éducatif dans le massif des Calanques le week-end prochain, rappela l'un des professeurs. Ce serait une occasion parfaite pour les élèves d'observer comment architecture et nature peuvent dialoguer. Un camp ? François demanda, regardant Sophie. C'est une tradition de la 6e, expliqua-t-elle. Nous passons un week-end dans une réserve dans les Calanques, avec des activités éducatives sur l'environnement, la durabilité et la culture locale. Louise sourit, une lueur espiègle dans les yeux. En fait, nous avons besoin de quelques accompagnateurs adultes, supplémentaires. Sophie y va toujours comme coordinatrice et normalement nous avons des parents volontaires. François perçut où la conversation se dirigeait avant même que la proposition ne soit verbalisée. « Je pourrais aider », offrit-il, surprenant tout le monde, y compris lui-même. « Si c'est utile, bien sûr. Ce serait merveilleux d'avoir quelqu'un avec votre expérience en architecture et planification urbaine, » répondit promptement Louise, comme si elle avait déjà tout planifié. Les élèves pourraient beaucoup apprendre sur la façon dont l'occupation humaine peut respecter l'environnement naturel. François regarda Sophie, cherchant un signe quelconque d'inconfort ou d'hésitation. Après tout, le camp signifierait passer 2 jours entiers en proximité constante, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis avant le divorce. « Je pense que c'est une excellente idée, » dit Sophie, avec un naturel qui le surprit. Mathieu sera ravi. Après la réunion, tandis qu'ils marchaient ensemble jusqu'au parking, François ne put contenir sa curiosité. « Tu es sûr d'être à l'aise avec ma présence au camp ? Ce seront 2 jours entiers. » Sophie l'étudia un moment. Il y a quelques mois, probablement pas. Mais après l'exposition, la journée de la famille, le café où elle haussa les épaules, il semble que nous soyons dans un endroit différent maintenant. Un meilleur endroit, François compléta. Oui, acquiesça-t-elle, un meilleur endroit. La nouvelle de la participation de François au camp fut accueillie par Mathieu avec un enthousiasme presque excessif. Durant le dîner du mercredi, le garçon pouvait à peine se contenir. « Ce sera incroyable, papa. Il y a des sentiers, l'observation des oiseaux, un atelier de compostage, et le soir nous faisons un feu de camp avec des histoires et des guimauves grillés. » François sourit, contaminé par l'enthousiasme de son fils. « On dirait que tu connais déjà bien l'endroit. J'y suis allé l'année dernière avec la classe de CM2, mais maintenant ce sera encore mieux parce que tu seras là aussi. » La sincérité dans la voix de Mathieu fit quelque chose se serrer dans la poitrine de François. Pendant tant d'années, il avait mis le travail au premier plan, manquant des moments comme celui-ci, des moments qui, il le réalisait maintenant, étaient les véritables piliers d'une vie significative. « J'ai hâte de partager ça avec toi, champion, » dit-il, ébouriffant les cheveux de son fils. Le week-end du camp arriva rapidement. Le samedi matin, le parking de l'Institut culturel bouillonnait avec l'excitation de 30 élèves de 6e, leurs sacs à dos et sacs de couchage, et un groupe d'adultes tentant d'organiser ce chaos contrôlé. 2 bus scolaires attendaient pour le voyage de 2 heures jusqu'à la réserve dans les Calanques. Sophie, une tablette à la main, vérifiait la liste de présence et répartissait les élèves entre les 2 véhicules. François l'observa dans son élément, efficace, charismatique, transmettant l'autorité sans avoir besoin d'élever la voix. C'était une facette de Sophie qu'il avait vue naître pendant leur mariage, mais qui était maintenant pleinement développée. « Papa !» Mathieu courut dans sa direction, accompagné de 2 amis. « On peut s'asseoir près de toi dans le bus. »« Bien sûr, champion !» François accepta, aidant son fils à ranger son sac à dos dans le compartiment à bagages. Les préparatifs finaux furent conclus et bientôt les bus suivaient l'autoroute, laissant le littoral derrière et montant les courbes sinueuses des Calanques. François se retrouva assis près de Mathieu et ses amis, qui discutaient avec animation des animaux qu'ils pourraient apercevoir pendant les randonnées. Sur le siège devant, Sophie conversait avec la professeure Louise, se retournant occasionnellement pour participer à la conversation des garçons. Il y avait quelque chose de surréellement familier dans cet arrangement. Un moment, François se sentit comme s'ils étaient dans l'un de ces voyages familiaux qu'il faisait avant que le mariage ne commence à s'effondrer. Lui, Sophie et Mathieu, explorant une nouvelle destination, partageant des découvertes et créant des souvenirs. À mesure que le bus gagnait en altitude, le paysage changeait dramatiquement. La végétation devenait plus dense, l'air plus frais, et occasionnellement,
ils apercevaient des cascades à travers les arbres. François respira profondément, sentant l'odeur de la garrigue entrant par les fenêtres ouvertes. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il s'était tant éloigné de la ville, du bureau, des demandes constantes de sa vie professionnelle. C'est magnifique, n'est-ce pas? La voix de Sophie le ramena au présent. Elle s'était déplacée vers le siège à côté de lui tandis que les garçons étaient distraits par un jeu. Extraordinaire, acquiesça François. Combien de temps depuis que je ne suis pas venu au Calanque? 5, 6 ans? Depuis ce voyage à Cassis, répondit Sophie, faisant référence à une excursion qu'ils avaient faite quand Mathieu avait seulement 6 ans. Tu te souviens comme il était? Fasciné par les bateaux de pêche. Comment pourrais-je oublier? Il a passé des semaines à dessiner des bateaux après ça. Ils sourirent au souvenir partagé, un moment de connexion simple mais significatif. Merci d'être venu, dit Sophie après un moment. Ça signifie beaucoup pour Mathieu. Je ne suis pas ici seulement pour lui, François admit, se sentant soudainement vulnérable. Je voulais aussi être ici. Le regard que Sophie lui lança était plein d'une compréhension silencieuse. Avant qu'elle ne puisse répondre, le bus fit un dernier virage et commença à descendre par une route de terre qui menait au centre des visiteurs de la réserve. La réserve écologique des Calanques était un paradis préservé au cœur de la garrigue méditerranéenne. Des cabanes rustiques mais confortables s'éparpillaient discrètement entre les arbres et un centre des visiteurs à l'architecture durable servait de point de rencontre et de base pour les activités. En arrière-plan, le son constant d'une cascade créait la bande sonore parfaite. Après le débarquement et l'installation dans les cabanes, garçons et filles séparés, avec professeurs et parents volontaires comme superviseurs, le groupe se réunit pour la première activité, un sentier interprétatif à travers la forêt, guidé par un biologiste local. Observez comment la lumière traverse différentes couches de végétation, expliquait le guide, tandis qu'il marchait sur un sentier bien marqué. La forêt est comme un immeuble à étages multiples, chacun avec ses propres habitants et fonctions. François marchait près de Mathieu et ses amis, répondant occasionnellement à des questions sur comment les architectes pouvaient s'inspirer de la nature. Sophie, quelques mètres devant, guidait un autre groupe d'élèves, soulignant les connexions entre ce qu'ils voyaient et les thèmes qu'ils avaient étudiés en classe. « J'ai toujours admiré ta capacité à traduire des concepts complexes pour les enfants », commenta François quand ils se rapprochèrent finalement durant une pause sur le sentier. « C'est ce que j'aime faire », répondit Sophie, observant avec fierté, tandis que Mathieu expliquait à un camarade comment la structure d'une bruyère pouvait inspirer des systèmes de captation d'eau dans les bâtiments. « Il a beaucoup de toi, tu sais, cet esprit analytique, cette capacité à connecter des idées. Et beaucoup de toi aussi, ajouta François. La sensibilité, l'empathie, la créativité. » Un cri enthousiaste de Mathieu interrompit la conversation. Il avait aperçu un aigle au sommet d'un arbre, et bientôt tous les enfants regardaient en l'air, essayant de photographier l'oiseau majestueux avec leur téléphone portable. L'après-midi se déroula avec plus d'activités éducatives. Un atelier sur la captation d'eau de pluie, un autre sur les énergies renouvelables et une visite au potager biologique entretenu par la réserve. À la tombée de la nuit, tous se réunirent autour d'un grand feu de camp pour un dîner communautaire, suivi d'histoires locales racontées par un ancien habitant de la région. Mathieu, épuisé mais radieux, s'assit entre ses parents pendant le cercle d'histoire, s'assoupissant occasionnellement contre l'épaule de l'un ou l'autre. Observant son fils à la lumière vacillante du feu, François sentit une vague de gratitude pour ce moment, quelque chose qu'il aurait facilement pu manquer s'il avait continué sur le chemin qu'il suivait auparavant. Quand les enfants furent accompagnés aux cabanes, Sophie et François marchèrent ensemble jusqu'au centre des visiteurs, où quelques adultes conversaient encore en buvant des tisanes locales. « Journée intense », commenta François, acceptant une tasse de tisane offerte par l'un des employés de la réserve. « Et extrêmement productive », acquiesça Sophie. « J'ai vu les élèves prendre des notes et faire des croquis qu'ils utiliseront certainement dans le projet interdisciplinaire. » Ils s'assirent sur une terrasse en bois, avec vue sur la forêt nocturne. Éclairée seulement par quelques lumières stratégiques du centre des visiteurs et par le clair de lune qui se filtrait entre les nuages passagers. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ici ?»
François commenta après quelques moments de silence confortable. Comment l'architecture s'intègre à l'environnement naturel sans le dominer? C'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer dans nos réunions sur le projet de la gare. C'est un équilibre délicat, acquiesça Sophie. Préserver tout en permettant aux gens d'expérimenter et d'apprendre. Comme dans une bonne relation, observa François, les mots s'échappant avant qu'ils ne puissent les filtrer. Chacun maintient son essence, mais crée de l'espace pour que l'autre s'épanouisse. Sophie le regarda longuement, une expression contemplative sur son visage. Quelque chose que nous n'avons pas réussi à faire. Pas à l'époque, acquiesça-t-il. J'étais tellement obsédé par la construction d'un empire que j'ai oublié de construire un foyer. Et j'étais tellement frustré par tes absences que j'ai cessé d'essayer de trouver des points de connexion, admit-elle, surprenant François par sa franchise. Nous avons tous deux commis des erreurs. Tu penses que, si nous pouvions revenir en arrière, François commença, puis s'arrêta, incertain de comment compléter la question, ou même s'il devait la compléter. Sophie sourit doucement. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, François, mais peut-être pouvons-nous aller de l'avant d'une manière différente. Comme des coparents qui ne se détestent pas, suggéra-t-il avec un demi-sourire. Comme des amis qui partagent une histoire et un fils merveilleux, corrigea-t-elle, tendant la main sur la table et touchant légèrement la sienne. Le contact, aussi décontracté soit-il, envoya une vague de chaleur dans le bras de François. Pendant un moment, ils restèrent ainsi, connectés par ce simple contact, tandis que la forêt nocturne chantait autour d'eux. « Je pense que nous devrions rejoindre les autres », dit finalement Sophie, retirant sa main. « Longue journée demain ». François acquiesça, ressentant simultanément déception pour la fin du moment et espoir pour ce que cette brève connexion pourrait signifier. « Bonne nuit, Sophie. »« Bonne nuit, François. » Le jour suivant, le programme incluait une randonnée, jusqu'à une cascade proche, où les élèves participeraient à un cours pratique sur les écosystèmes aquatiques. Le soleil brillait entre des nuages épars, créant des motifs de lumière et d'ombre sur le chemin à travers la forêt. Mathieu marchait devant avec ses amis, revenant occasionnellement pour partager une découverte avec ses parents. Sophie et François suivaient côte à côte, conversant avec une aisance qui les surprenait tous deux. On dirait que c'était hier qu'il arrivait à peine à monter un escalier sans notre aide, commenta Sophie, observant Mathieu guider une petite expédition pour examiner une fourmilière. Et maintenant, il explique à ses amis comment les fourmilières fonctionnent comme des villes miniatures. François sourit, fier. Il absorbe les connaissances comme une éponge. Tout comme toi à l'université, observa Sophie. Tu te souviens comment tu passais des heures à la bibliothèque, recherchant l'architecture vernaculaire méditerranéenne pour ta thèse? Tu te souviens de ça? François demanda, sincèrement surpris. Bien sûr, répondit-elle. J'étais fasciné de te voir travailler, si concentré, si passionné par ce que tu faisais. L'observation toucha François profondément. Il y avait tant de leur histoire qu'il avait supposé que Sophie avait enterré après le divorce, tout comme il avait essayé de le faire. J'ai perdu cette passion à un moment donné, admit-il. Mais je crois que je la redécouvre maintenant avec ce nouveau projet. Je peux le voir, Sophie sourit. Tes yeux brillent quand tu parles du complexe de la gare, exactement comme ils brillaient quand tu parlais de tes projets à l'université. Ils arrivèrent à la cascade, une chute d'eau impressionnante qui tombait sur presque 20 mètres pour former une piscine naturelle aux eaux cristallines. Les élèves s'enthousiasmèrent à cette vue, et bientôt ils étaient engagés dans un cours pratique sur l'importance des sources et cours d'eau pour l'équilibre de la forêt. Tandis que les professeurs coordonnaient les activités, François s'éloigna un peu pour apprécier la vue. La beauté naturelle de l'endroit était à couper le souffle, la force de l'eau, la végétation exubérante, l'harmonie parfaite de l'écosystème. Il se sentit petit face à cette grandiosité, mais aussi étrangement connecté à tout. C'est à couper le souffle, n'est-ce pas? Sophie s'approcha, s'arrêtant à ses côtés. Absolument, acquiesça François. Ça nous fait remettre en question toutes nos priorités. Comment ça? J'ai passé des années à construire des immeubles, à façonner le paysage urbain, à accumuler une fortune, expliqua-t-il, faisant un geste vers la cascade. Mais ça, c'était déjà là bien avant nous, et continuera bien après. Qu'est-ce qui compte vraiment au final?
Sophie l'étudia avec une expression douce. Je n'aurais jamais pensé entendre François Delacroix, le titan du marché immobilier, de Marseille, parler comme un philosophe environnemental. Il rit, reconnaissant l'ironie. Les gens changent, tu te souviens? Oui, acquiesça-t-elle, son regard rencontrant le sien. Parfois pour le mieux. Le retour du camp marqua le début d'une nouvelle phase pour François, Sophie et Mathieu. Quelque chose avait fondamentalement changé durant ces 2 jours dans les Calanques, pas seulement entre les adultes, mais aussi dans la dynamique familiale dans son ensemble. Une porte qui semblait définitivement fermée s'était ouverte, révélant des possibilités qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer quelques mois auparavant. Dans les semaines qui suivirent, François devint une présence constante à l'Institut culturel de Marseille. Le projet interdisciplinaire était en plein développement, avec les élèves de 6e travaillant sur des propositions pour différentes zones du complexe de l'ancienne gare ferroviaire. 2 fois par semaine, il visitait l'école pour guider les groupes, coordonnant toujours ses horaires pour coïncider avec ceux de Sophie. Un après-midi particulièrement productif. Tandis que les élèves présentaient leurs esquisses préliminaires dans le laboratoire d'art, la professeure Louise s'approcha discrètement de Sophie. « Ton ex-mari a été un ajout merveilleux au projet », commenta-t-elle, observant François accroupi à côté de Mathieu et ses camarades, expliquant patiemment des concepts d'échelle et de proportion. Les élèves l'adorent. Sophie suivit le regard de sa collègue, un sourire involontaire se formant sur ses lèvres. Il a toujours eu un talent pour enseigner. Il avait juste besoin de le découvrir. « Et vous deux ?» Louise laissa la phrase en suspens, lançant un regard significatif à la directrice. « Nous sommes des coparents engagés dans l'éducation de notre fils, » répondit Sophie fermement, bien qu'une légère rougeur colora ses joues. Louise sourit simplement, clairement pas convaincue par la réponse diplomatique. « Bien sûr, c'est exactement ce que nous voyons tous. » De l'autre côté de la salle, François sentit le regard de Sophie et leva les yeux, la trouvant en train de l'observer. Ils échangèrent un sourire complice avant de retourner leur attention vers leur groupe d'élèves respectifs. Ces petits moments de connexion silencieuse étaient devenus fréquents ces dernières semaines. Un regard partagé pendant une réunion, un sourire discret en se croisant dans les couloirs, des messages textes de plus en plus personnels, échangés après les heures de travail. À la maison, Mathieu observait ces changements avec un enthousiasme croissant. L'atmosphère qui entourait ses interactions avec ses parents s'était transformée. Les échanges de garde n'étaient plus des moments tendus, mais des occasions pour des conversations amicales à la porte de la maison. Des dîners occasionnels, réunissant les 3 devinrent plus fréquents, toujours sous le prétexte de discuter de questions scolaires ou du projet interdisciplinaire. Un jeudi soir, tandis qu'il aidait Mathieu avec ses devoirs dans son appartement, François reçut un message de Sophie qui le prit au dépourvu. « J'ai trouvé quelques plans anciens de notre projet pour la maison à Cassis. J'ai pensé que tu pourrais les vouloir comme référence pour le nouveau complexe. Je peux passer les déposer. » François relut le message plusieurs fois, sentant son cœur s'accélérer inexplicablement. C'était la première fois depuis le divorce que Sophie suggérait de venir à son appartement. « Bien sûr, » répondit-il après un moment d'hésitation. « J'aide Mathieu avec son devoir de mathématiques. On pourrait commander une pizza après ?» La réponse vint presque immédiatement. « Parfait, j'arrive dans une demi-heure. » Mathieu, qui observait son père taper avec un sourire aux lèvres, se pencha pour espionner l'écran. « Maman va venir ici, on va dîner ensemble. »« Oui, champion, » François confirma, surpris par sa propre nervosité. « Elle a trouvé des projets anciens qui pourraient t'aider avec le complexe de la gare. »« Bien sûr, » répondit le garçon avec un sourire malicieux. « Des projets. » François ébouriffa les cheveux de son fils, riant de la perspicacité qu'il démontrait. « Finissons ce devoir avant qu'elle n'arrive. » La sonnette retentit 40 minutes plus tard. François ouvrit la porte pour trouver Sophie tenant un portfolio en cuir usé et une bouteille de vin rouge. « J'ai pensé que nous pourrions en avoir besoin pour réviser d'anciens plans architecturaux, » expliqua-t-elle avec un demi-sourire, levant la bouteille. « Excellente idée, » répondit François, l'invitant à entrer. « Très professionnel de ta part. » Mathieu courut pour embrasser sa mère, pratiquement sautillant d'excitation de voir ses parents ensemble dans l'appartement. « J'ai déjà choisi le film qu'on va regarder après la pizza. »« Film ?» Sophie haussa un sourcil vers François. « Apparemment, nos plans pour la soirée ont été élargis.
répondit-il avec un haussement d'épaules amusé. Le dîner se déroula avec une facilité surprenante. Assis autour de la table de la cuisine, mangeant de la pizza et discutant de leur journée, ils ressemblaient presque à une famille normale, n'eût été l'occasionnel moment d'hésitation quand des mains s'approchaient trop en atteignant la même part, ou des regards qui duraient une seconde de plus que nécessaire. Après le dîner, tandis que Mathieu organisait le salon pour le film, François et Sophie étalèrent les anciens plans sur la table du bureau. « Incroyable que tu aies gardé tout cela », commenta François, examinant les dessins détaillés de la maison de plage qu'ils avaient conçue ensemble dans les premières années de leur mariage. « Je n'ai pas pu me débarrasser de certaines choses, » admit Sophie, ses doigts traçant légèrement les lignes sur le papier, spécialement de cette phase, quand nous travaillions si bien ensemble. François l'observa attentivement, remarquant comment la douce lumière de la lampe rehaussait ses traits, comment son parfum familier remplissait le petit espace entre eux. « Nous travaillons bien ensemble à nouveau », commenta-t-il. « Oui », acquiesça-t-elle, levant les yeux pour rencontrer les siens. « C'est presque comme si nous avions une seconde chance », François compléta, sa voix presque un murmure. Le moment fut interrompu par Mathieu appelant du salon. « Le film va commencer. Vous venez ou pas ?» échangeant des sourires. Complices, ils rangèrent les plans et rejoignirent leur fils sur le canapé. Ce qui devait être simplement la livraison de quelques documents s'était transformé en une soirée en famille, la première en plus de 3 ans. Quand le film se termina, Mathieu s'était déjà endormi entre ses parents. Avec précaution pour ne pas le réveiller, François le porta jusqu'à son lit, tandis que Sophie ramassait les verres et assiettes du salon. « Il semblait si heureux ce soir », commenta Sophie quand François revint. « Plus heureux que je ne l'ai. Vu depuis longtemps », acquiesça-t-il, s'arrêtant à l'entrée de la cuisine, l'observant laver la vaisselle comme si elle habitait toujours là. La domesticité de la scène était simultanément étrange et profondément familière. « Je devrais y aller », dit finalement Sophie, séchant ses mains. « Il est déjà tard. »« Tu pourrais… » François commença, puis s'arrêta, reconsidérant ses mots. « Je veux dire, si tu veux, tu peux rester dans la chambre d'amis. Le matin, nous pourrions tous aller ensemble à l'école. » Sophie l'étudia, pendant un long moment, clairement réfléchissant à la proposition et ses implications. « Je pense qu'il vaut mieux que je rentre chez moi ce soir, » répondit-elle finalement. « Mais peut-être une autre fois. » La réponse, bien que ce ne soit pas ce qu'il espérait secrètement, portait une promesse implicite qui fit accélérer le cœur de François. « Je vais chercher ton sac. » À la porte de l'appartement, ils se dirent au revoir avec une étreinte, le premier contact physique prolongé depuis le divorce. Pendant un bref moment, François sentit le corps de Sophie se détendre contre le sien, sa tête reposant naturellement sur son épaule, comme elle avait l'habitude de faire. « Merci pour la soirée », murmura-t-elle en s'écartant. « C'était bien, très bien, acquiesça François. « On peut recommencer un jour ?»« Définitivement. » Sophie sourit, ses yeux verts brillant de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Bonne nuit, François. »« Bonne nuit, Sophie. » Dans les semaines suivantes, une nouvelle routine commença à s'établir. Les dîners en famille devinrent réguliers, parfois dans l'appartement de François, parfois dans la maison de Sophie. Le projet interdisciplinaire s'étendit, avec François présentant formellement ses plans pour le complexe de la gare à des investisseurs potentiels et des partenaires éducatifs, toujours avec Sophie à ses côtés comme consultante pédagogique. La présentation finale des élèves de 6e fut un succès retentissant. Tenue dans l'auditorium de l'école, elle réunit parents, éducateurs et représentants de la mairie pour connaître les propositions créatives pour le complexe éducatif et culturel. Mathieu et son groupe présentèrent un projet pour un amphithéâtre en plein air inspiré de l'acoustique naturelle de la cascade qu'ils avaient visité au camp. À la fin de l'événement, tandis qu'il conversait avec un adjoint au maire, François sentit une main toucher discrètement son bras. Se retournant, il trouva Sophie avec un sourire radieux. « Nous avons obtenu l'approbation préliminaire de la mairie », chuchota-t-elle, l'enthousiasme évident dans sa voix. « Ils ont adoré l'intégration entre éducation, culture et durabilité. » Saximok. Réfléchir, François l'étreignit, la soulevant brièvement du sol dans son excitation. Les personnes autour applaudirent, supposant qu'il célébrait le succès de l'événement scolaire.
sans se rendre compte qu'il témoignait de quelque chose de bien plus significatif. Un couple qui, après des années d'éloignement, avait trouvé un chemin de retour l'un vers l'autre à travers un projet partagé et l'amour pour leur fils. Plus tard ce soir-là, après avoir déposé Mathieu chez un ami pour une soirée pyjama, François et Sophie marchèrent sur la plage de Marseille, pieds nus dans le sable tiède du début de soirée. Je pensais, Sophie commença, sa voix presque étouffée par le son des vagues, à nous. François sentit son cœur bondir. Moi aussi, constamment. Elle s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face sous la lumière douce des lampadaires de la promenade. Que nous est-il arrivé, François? Comment avons-nous laissé quelque chose de si bon nous glisser entre les doigts? C'était une question qu'il s'était posée d'innombrables fois ces derniers mois. Je pense que nous avons cessé de grandir ensemble, répondit-il après un moment de réflexion. Je me suis plongé dans le travail, toi dans l'éducation. De Mathieu et ta carrière académique, nous avons suivi des chemins parallèles qui ne se rencontraient jamais. Et maintenant? Sophie demanda, sa voix douce mais directe, comme elle l'avait toujours été. Maintenant, il semble que nos chemins convergent à nouveau, François répondit, prenant courage pour donner voix aux pensées qui le consumaient. Le complexe de la gare, le travail à l'école, notre relation avec Mathieu, tout cela nous a rapprochés d'une façon que je n'imaginais pas possible. Je ressens la même chose, Sophie admit, faisant un pas vers lui. Et cela me fait un peu peur. Quoi exactement? La facilité avec laquelle j'ai recommencé à tenir à toi, répondit-elle avec une sincérité désarmante, comme si une partie de moi n'avait jamais vraiment cessé de s'en soucier. François prit ses mains dans les siennes, sentant la familiarité de ce contact. Je sais que nous ne pouvons pas remonter le temps. Je ne veux pas revenir en arrière. Nous étions des personnes différentes alors. Nous avons commis des erreurs que je ne peux pas défaire. Moi non plus, acquiesça Sophie. Mais peut-être pouvons-nous commencer quelque chose de nouveau, continua-t-il. Pas comme nous étions, mais comme nous sommes maintenant, plus sages, plus conscients de ce qui compte vraiment. Les yeux de Sophie brillaient à la lumière de la lune croissante. Quelque chose de nouveau, répéta-t-elle, testant les mots. J'aime ça. Alors, accepterais-tu de dîner avec moi demain soir, juste nous deux? Un sourire lent se forma sur les lèvres de Sophie. Cela ressemble étrangement à un rendez-vous, monsieur Delacroix. C'est définitivement un rendez-vous. Directrice Laurent, confirma-t-il, lui rendant son sourire. Notre premier rendez-vous dans une nouvelle histoire. Dans ce cas, répondit-elle, se penchant plus près, je pense qu'il serait approprié de sceller cet accord comme il se doit. Le baiser qui suivit fut doux et hésitant au début, comme des retrouvailles timides de vieux amis. Mais bientôt, il s'approfondit, portant avec lui la familiarité d'un passé partagé et la promesse d'un futur qu'aucun des deux n'avait imaginé possible. Quand ils se séparèrent, François garda Sophie proche, ses bras autour de sa taille, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait. « Tu crois que Mathieu va devenir fou quand il saura » demanda-t-elle, riant doucement. « Il dira probablement qu'il a tout planifié depuis le début » répondit François, se rappelant l'astuce de son fils. « Eh bien, il a tes gènes manipulateurs » taquina Sophie. « Et ton intelligence émotionnelle » ajouta François, touchant tendrement son visage. « Le meilleur de nous deux. » Ils marchèrent le long de la promenade, main dans la main, discutant des prochaines étapes du projet de la gare de Mathieu, des possibilités qui semblaient maintenant à portée de main. Il n'y avait pas de précipitation, pas de pression, pour définir exactement ce qu'ils construisaient. Juste la certitude que, cette fois, ils construiraient ensemble, brique par brique, avec une fondation beaucoup plus solide. 3 mois plus tard, la cérémonie de pose de la première pierre du complexe éducatif et culturel Gare-Vie réunit toute la communauté de l'Institut culturel de Marseille, des autorités municipales et des partenaires du projet. Au centre de l'estrade montée sur le terrain de l'ancienne gare ferroviaire, François et Sophie présentaient ensemble la maquette finale, développée avec la collaboration des élèves. Cet espace représente notre vision d'un futur où éducation, culture, durabilité et communauté s'intègrent harmonieusement, expliquait François au microphone. Un lieu où nos enfants peuvent apprendre non seulement avec des livres, mais avec des expériences réelles, connectées à la nature et à l'histoire de notre ville. Chaque détail de ce projet a été pensé avec l'objectif de créer un environnement
qui inspirent, qui connectent les générations et qui permettent l'épanouissement de talents uniques, compléta Sophie. Tout comme cela s'est produit dans notre propre histoire familiale. Dans le public, Mathieu observait ses parents avec une fierté évidente, assis parmi ses camarades de classe qui avaient contribué au projet. Quand François et Sophie descendirent de l'estrade après les applaudissements, le garçon courut pour les embrasser. « Vous étiez incroyables !» s'exclama-t-il, ses yeux verts, si semblables à ceux de sa mère, brillants d'excitation. « Tous mes amis sont impressionnés. »« Tout a commencé avec toi, tu sais, » Sophie dit, embrassant son fils par les épaules. « Sans ton talent artistique, ton père n'aurait jamais choisi l'Institut culturel. Et je n'aurais jamais redécouvert ce qui compte vraiment dans la vie, » compléta François, ébouriffant les cheveux du garçon. Mathieu regarda d'un parent à l'autre, une expression de satisfaction conspiratrice sur son jeune visage. « Alors vous admettez que j'avais raison depuis le début ?»« À propos de quoi, exactement ?» demanda Sophie, échangeant un regard amusé avec François. « À propos de vous deux, bien sûr, » répondit Mathieu comme si c'était évident. « Je savais que vous vous aimiez toujours, vous aviez juste besoin d'un petit coup de pouce. » François rit, embrassant son fils et Sophie simultanément. « Un petit coup de pouce ? Tu nous as pratiquement jetés l'un sur le chemin de l'autre, et heureusement que je l'ai fait, » déclara Mathieu avec conviction. Ce soir-là, tandis que les trois dînaient dans l'appartement que François et Mathieu partagèrent maintenant avec une fréquence croissante avec Sophie, la conversation tourna autour de l'avenir. Pas seulement du complexe de la gare, mais aussi de la famille qu'ils reconstruisaient, brique par brique, apprenant des erreurs du passé et valorisant les leçons que seul le temps pouvait enseigner. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit François après le dîner, se levant pour chercher un dossier dans son bureau. Quand il revint, il étala sur la table des dessins architecturaux détaillés d'une maison, pas excessivement grande, mais spacieuse et accueillante, avec des lignes modernes et une intégration harmonieuse avec la nature environnante. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie, examinant les plans avec un intérêt professionnel. « Un projet personnel sur lequel j'ai travaillé, » répondit François. « Une maison dans les Calanques, près de la réserve que nous avons visitée. Un endroit pour les week-ends, les vacances, ou peut-être plus. » Mathieu étudiait les dessins avec des yeux écarquillés. « Il y a un atelier énorme et un studio. De musique, et ma chambre a un balcon avec vue sur la forêt. »« Ta chambre ?» Sophie haussa un sourcil vers François. « Si l'idée te plaît, » répondit-il doucement, « c'est un projet pour notre avenir, nous tous. » Sophie regarda plus attentivement. Les dessins, remarquant les détails soignés, un vaste atelier avec un éclairage naturel parfait, une bibliothèque confortable, des espaces qui combinaient parfaitement leurs besoins et préférences individuelles en un tout harmonieux. « C'est magnifique, François, » dit-elle finalement, sa voix chargée d'émotion. « Vraiment magnifique. »« Alors, qu'en dites-vous » demanda-t-il, son regard passant de Sophie à Mathieu. « Prêts à construire quelque chose de nouveau ensemble ?»« Oui » Mathieu s'exclama immédiatement, embrassant son père. Sophie sourit, tendant la main pour toucher celle de François sur la table. « Un pas à la fois, » répondit-elle. « Mais oui, je suis prête à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. » Sous le regard attentif et satisfait de Mathieu, ils scellèrent la promesse avec un baiser, pas une fin, ni même un recommencement, mais la continuation d'une histoire qui s'était seulement temporairement interrompue, attendant le bon moment pour tourner la page et révéler de nouveaux chapitres encore non écrits. Plus vous commentez et partagez,